Bonjour à tous, et cette semaine j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour vous parler d'un truc plutôt cool. En fait, ça fait 6 mois que je bosse avec une cliente sur un site web et on a réussi à faire x20 sur son trafic en 6 mois du coup, donc plutôt bien. Laissez-moi vous raconter un peu tout ça, vous mettre du contexte. En gros, donc je fais très très rarement du genre de conseils, des trucs comme ça, mais là je l'ai fait. Enfin, je suis en train de le faire. Du coup, j'enregistre ça, on est mi-juin. Et depuis le début de l'année, donc en gros 6 mois, c'était peut-être février ou janvier, je sais plus exactement, mais on va dire 6 mois, j'ai aidé une dame qui, elle avait un site, elle vend de la prestation de service en face à face. Elle m'a autorisé à parler d'elle et de son étude de cas, entre guillemets, mais il faut qu'elle reste anonyme. Donc je vais pas être hyper précis dans... faut pas que vous puissiez la retrouver. Donc c'est pour ça que je vais rester un peu vague sur certains points. Mais en gros, je voulais vous raconter aujourd'hui qu'est-ce qu'on a mis en place comme technique, qu'est-ce qu'on a fait pour que vous puissiez vous aussi le faire. Donc elle est sur... elle fait de la prestation de service en face à face, type imaginer une psychologue, c'est pas dans la psychologie, mais un peu ce genre de choses. Et elle a suivi une formation récemment pour pouvoir le faire aussi en visio. Et à partir de ce moment-là, elle s'est dit, tiens, faire un blog, ou enfin du moins créer du contenu sur Internet, ce serait pas mal, parce que du coup, mon audience, enfin mes clients, ils sont plus limités à juste ma ville, mais ils peuvent être tous les francophones. Donc Internet, là, ça prend vraiment tout son sens. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, qu'on est entré en contact. Et du coup, nous, on a décidé de partir sur un format blog parce que c'est ce que je maîtrise bien. Et en gros, on a fait le rythme de un article par semaine. Donc moi, j'étais là pour intervenir plus pour la partie stratégie. Donc qu'est-ce qu'on va écrire, comment on va l'écrire, tout ça. Je faisais une pré-rédaction. Elle, ensuite, elle validait parce que c'est un secteur où j'y connais absolument rien. Donc je peux écrire du contenu, mais je sais pas vraiment de quoi je parle. Donc il y a eu un gros travail après de sa part de validation que je disais pas des bêtises et tout ça. Et ensuite, on a posté tout ça en ligne. Euh, donc c'est un épisode un peu à part dans le sens où d'habitude, j'ai l'idée du sujet et je cherche des exemples de mon quotidien pour illustrer ça. Là, c'est un exemple du quotidien qui m'a fait donner l'idée de ce sujet. Donc ça s'est fait la semaine dernière, en fait, on a célébré... quand vous êtes sur Google Search Console, vous recevez tous les mois des bravo, ce mois-ci vous avez fait tant de visites, tout ça. Et là, du coup, on a fait un point des 6 mois et on voit que ça a bien progressé et tout, donc on était très contents. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon sujet d'épisode, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va voir les... Je vais vous raconter la stratégie SEO, donc de référencement Google qu'on a mise en place, donc vraiment tout ce qu'on a fait, pour que vous puissiez l'appliquer vous aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un... Enfin, je vais le mettre de sorte que même si vous ne vendez pas de psychologie ou de trucs comme ça puisse marcher pour vous, même si vous n'avez pas de prestation de service ou de choses. Les techniques qu'on va voir marchent quand même. Et à la fin de l'épisode, je vais aborder comment on s'est préparé pour l'intelligence artificielle. Parce que si vous surfez sur le net, vous voyez que tout le monde dit que c'est la fin du SEO, tout ça. Je pense pas du tout que ce soit la fin, mais ça va transformer la manière dont la recherche marche, comment ça se passe. Et du coup, c'est un truc qu'on a mis en place dès le début avec cette cliente. Et à la fin de l'épisode, du coup, je vous raconterai comment on a fait ça, comment on a créé les nouveaux contenus sur des bases qui sont bien pour Google et pour l'IA, et ainsi de suite. Voilà un peu le plan du jour. Donc comme vous voyez, on va pas du tout chômer. Et c'est parti. Alors, le SEO, donc SEO, c'est les 3 lettres S, E et O, mais dites à l'anglaise, donc SEO, et ça veut dire Search Engine Optimization, donc optimisation pour les moteurs de recherche. Et généralement, on dit les moteurs de recherche, mais en réalité, on vise que Google, parce que Google, ils ont une part énorme de la recherche mondiale, genre 90-95%, j'ai plus les chiffres en tête. Mais du coup, quand on cherche à optimiser sa présence sur les moteurs de recherche, en réalité, on cherche à l'optimiser pour Google. Voilà, je voulais juste faire un petit point de vocabulaire pour qu'on reparte tous sur des bonnes bases. On dit que dans le SEO, il y a 3 piliers, donc 3 axes sur lesquels il faut travailler. Il y a ce qu'on appelle le SEO on-page, donc ce qui se passe sur la page de votre site, sur votre article, enfin sur
votre page, c'est votre texte du coup. On a aussi ce qu'on appelle, deuxième pilier, le netlinking, donc les liens. Et là, ça se divise en liens internes, donc à l'intérieur de votre site, et liens externes, donc du site de quelqu'un d'autre vers votre site à vous. Ça, c'est le deuxième pilier sur les liens. Et le troisième pilier, c'est le SEO qu'on appelle technique. Donc là, ça va être plus travailler sur la vitesse de chargement des sites, vérifier que tout ça, ça s'indexe bien, c'est-à-dire que Google, il rencontre bien toutes vos pages, etc., pour que le site il soit accessible de partout dans le monde et rapidement, et que les visiteurs, ça se passe bien. Donc, le premier pilier sur lequel on a travaillé, c'est le SEO qu'on appelle on-page. Donc, vraiment, le contenu en lui-même, c'est généralement les gens, ils font que ça. Quand ils disent qu'ils travaillent leur SEO, enfin les gens, la plupart des personnes qui débutent ne voient que cette partie-là. Alors qu'en fait, il y a les deux autres qui sont tout aussi importants. Donc, le SEO on-page, c'est le contenu qu'on va écrire et comment on va l'écrire. Pour ça, il y a une erreur que je vois souvent, qui est d'écrire un article de blog ou une page, un contenu, sur un sujet qui nous plaît, sans réfléchir avant à est-ce qu'il plaît à d'autres gens. Et pour ça, moi j'aime beaucoup me baser sur commencer en fait par faire une recherche de mots-clés. C'est ce qu'on a fait, enfin c'est ce que j'ai fait avec cette cliente. Et l'idée, c'est d'aller trouver des mots-clés. Donc les mots-clés sont les mots, les expressions, tout ça, qu'on appelle parfois aussi des requêtes, que les gens tapent dans la barre de recherche de Google, et ça fait apparaître du coup des résultats. On appelle ça un mot-clé. Si vous écrivez un article qui vise un mot-clé, enfin qui vise sur un sujet, mais que personne ne fait de recherche sur le web sur ce sujet-là, il n'y a personne qui va trouver votre article puisque personne ne le cherche. Et c'est ça le gros danger. Donc il faut toujours partir depuis une recherche de mots-clés, s'assurer que ce soit des mots-clés que les gens cherchent, et comme ça, après, vous allez écrire du contenu sur ce sujet-là, dans le but d'être trouvé par les gens qui cherchent ce mot-clé. Donc ça, c'est la théorie du mot-clé, et pourquoi c'est intéressant de faire enfin c'est même pas intéressant, c'est important, très important, de faire cette recherche. Maintenant, comment ça se passe ? Il y a pas mal d'outils, qu'on appelle des outils SEO, généralement, qui permettent de faire ces recherches-là. Donc il y a deux gros leaders hyper chers qui sont Ahrefs et SEMrush. Ils sont vraiment très très performants, mais c'est plusieurs centaines d'euros par mois, je crois, et c'est même pas envisageable quand on débute et ça sert à rien. Par contre, c'est très bien si on a vraiment des sites pas très aboutis, mais qu'on commence déjà à avoir du budget pour pouvoir se les payer, parce qu'ils ont des données qui sont hyper intéressantes. Et si on gère des gros sites avec plein de visites, là, ça permet de bien optimiser les trucs. Quand on débute, on n'a pas du tout besoin de ça. En débutant, moi, je recommande généralement Mangools, donc Mangools. Je vous mettrai un lien dans la description de toute façon. Ou Ubersuggest. Donc là, Uber comme les taxis, et Suggest, Suggest. C'est deux sites anglophones, mais je pense que leur interface est aussi en français. Je suis pas sûr à 100%, mais probablement que c'est aussi en français. Dans tous les cas, c'est pas hyper compliqué à utiliser. L'idée de ces sites-là, c'est que eux, ils envoient plein de petits robots pour ratisser le web, voir quelles pages sont positionnées sur quels mots-clés, et ils ont des partenariats aussi avec Google qui permet de récupérer les volumes de recherche mensuels sur certains mots-clés. Vous aussi, vous pouvez voir ces volumes de recherche si vous avez un compte sur Google AdSense, donc la régie publicitaire de Google, mais ils donnent juste des fourchettes. Par exemple, ils vont vous dire ce mot-clé-là, c'est entre 1000 et 10 000 recherches par mois. C'est quand même une grosse fourchette. Et pour avoir les données précises, il faut faire des campagnes payantes pour avoir les volumes sur tous les mots-clés. Et du coup, ces sites-là, ces outils SEO font des campagnes de publicité pour avoir accès aux données, et comme ça, après, ils peuvent nous les transmettre. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur un de ces sites, vous pouvez prendre un plan vraiment pour un mois, ça suffit largement. L'idée, c'est de commencer. Il y a deux méthodes que j'aime bien pour trouver des idées de mots-clés. C'est trouver un mot-clé racine, ou un seed keyword, on appelle ça en anglais. C'est, par exemple, si vous êtes psychologue, je vais rester sur mon exemple de la psychologie parce que ça parle à beaucoup, enfin tout le monde comprend comment fonctionne ce métier plutôt. Je vais taper, par exemple, mon mot-clé principal qui va être psychologue ou psychologie. Et suite à ça, donc le logiciel va me donner le nombre de recherches qu'il y a pour ce mot-clé-là, mais il va également donner plein de variations du mot-clé. Ça pourrait être par exemple comment choisir un psychologue, quelles sont les étapes d'une bonne psychologie. Je dis des trucs au pif, ça se trouve c'est pas ça, mais plein de variations de ce mot-clé, ou psychologue à distance, ou prix psychologue, enfin plein de choses comme ça qui
moi, si je suis psychologue, ça peut être intéressant d'être présent sur ces mots-clés-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un tape prix psychologue, si je vends de la psychologie, ça veut dire que c'est une personne qui peut être intéressée par suivre une séance de psychologie, qui du coup, elle se renseigne sur le prix, tout ça. Donc si j'arrive moi à me positionner, à lui dire, un psychologue, ça coûte entre tant et tant d'euros, machin, que je lui parle bien et que je lui dis, moi, si vous voulez, je suis psychologue à distance aussi, ça peut matcher, ça peut être intéressant pour moi de m'y positionner. Donc ça, ce système de trouver des mots-clés avec un mot-clé racine, c'est la première étape. Et sinon, la deuxième étape que j'adore, c'est ma préférée, mais il faut pas trop la dire, c'est d'aller voler un peu les mots-clés des concurrents. Donc pour ça, je trouve des sites concurrents qui sont sur les mêmes thématiques que moi, qui vendent des services assez similaires. Et avec ces mêmes outils SEO, on peut aller, au lieu de chercher un mot-clé, on va filtrer le site, on va rentrer l'adresse URL, l'adresse web de ce site-là, et le logiciel va nous dire tous les mots-clés pour lesquels ce site se positionne. Et là, généralement, c'est comme ça que moi, j'ai mes meilleures idées, mes meilleurs trucs, parce que c'est plein de sujets un peu connexes auxquels j'ai pas forcément pensé. On peut voir en plus quelles sont les meilleures pages des sites, les pages qui ont le plus de recherches via Google. Donc c'est vraiment une mine d'or d'informations, et ça, c'est une technique que j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup utilisée avec cette cliente. Parce que j'avais pas trop d'idées de mots-clés racines, parce que c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Par contre, trouver des concurrents, ça, j'y arrive facilement à le faire. Et là, mine d'or, donc c'était trop bien. Ensuite, une fois que vous avez cette liste de mots-clés, ça peut être bien de la filtrer par potentiel de business. C'est-à-dire que si vous vendez, encore une fois, si vous faites psychologue à distance, quelqu'un qui recherche, qui tape le mot-clé psychologue à distance ou prix psychologue ou quelque chose comme ça, c'est une personne qui est vraiment, elle a la carte bleue dans la main, elle est prête à acheter. Par contre, si c'est une personne qui tape comment se former à la psychologie, vous, ça reste dans l'univers de la psychologie, donc ça peut être intéressant d'écrire du contenu dessus, mais c'est pas un mot-clé qui va être prioritaire parce que le potentiel business, il est moins fort. La personne qui cherche comment faire de la psychologie, c'est moins votre client direct, quoi. Ça peut devenir votre client plus tard, mais pour le moment, ça ne l'est pas du tout. Donc, avoir en tête une liste de mots-clés et une liste de mots-clés prioritaires et une liste de mots-clés secondaires. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Nous, on l'a divisé, je crois, en 3 groupes, donc les mots-clés vraiment hyper importants, les un peu moins importants, c'est-à-dire ceux où je peux mentionner ce que je vends, mais c'est pas forcément le truc le plus important. Par exemple, dans l'univers de la psychologie, ça pourrait être comment se remettre d'une dépression, par exemple. Donc ça peut... La psychologie, c'est une des solutions, mais je suppose qu'il y a d'autres solutions. Je ne suis pas un expert en dépression, ni en psychologie, mais il y a peut-être d'autres solutions. Du coup, c'est bien que j'y sois positionné, mais c'est plus important pour moi d'être positionné sur comment trouver un psychologue. Et après, il y avait des 3e niveaux qui sont là vraiment dans l'univers, enfin dans mon univers, mais qui sont moins importants. Donc ça, c'est la première étape sur cette liste de mots-clés. Vous arrivez avec une liste et comme ça, vous êtes prêt après à écrire. Ensuite, une fois que vous avez votre liste et que vous vous dites « je vais écrire cet article qui vise ce mot-clé-là », vous allez voir ce qu'on appelle l'intention de recherche. Donc l'intention de recherche, c'est... Google, quand vous tapez un mot-clé, il a analysé plein de comportements des utilisateurs, donc les gens, est-ce qu'ils cliquent là, est-ce qu'ils cliquent là, après avoir cliqué là, sur le premier site, est-ce qu'ils vont cliquer le deuxième? Ça veut dire que le premier site, il a mal répondu, vu que la personne a encore besoin d'une autre info, et ainsi de suite. Et il arrive à comprendre ce que l'utilisateur cherche réellement. C'est pour ça que quand vous tapez, par exemple, chaussures de sport, il vous met pas plein de sites qui parlent de l'histoire de la chaussure de sport, mais il vous met des sites qui vendent des chaussures de sport. Parce qu'il a réussi à comprendre que les gens, quand ils tapaient chaussures de sport, ils voulaient acheter une chaussure de sport. Quand on tape psychologue à distance, j'ai pas fait le test, mais ça se trouve, il y aura plein d'articles qu'on va dire informationnels. Donc là, c'est les 10 meilleures astuces pour choisir un psychologue à distance, ou comment trouver un psychologue à distance, ou quelque chose comme ça. Ou alors, il va directement vous mettre sur des pages de contact de psychologues qui ont des formules à distance. C'est parce que là, il a remarqué que l'intention de recherche, elle est différente. Et il faut que vous validiez que l'intention de recherche du mot-clé que vous visez, enfin, il faut que vous validiez laquelle c'est plutôt, et que vous écriviez un contenu en accord avec cette intention de recherche. Parce que si... Pour un mot-clé sur psychologue à distance, il faut que des pages de contact et un peu pages de vente. Si jamais vous écrivez un article sur comment la psychologie à distance s'est développée depuis le Covid, par exemple,
jamais vous allez être mis en avant par Google. Donc il faut que vous soyez en accord avec ça. Faites attention, c'est une étape qu'on oublie souvent. Pourtant, ça prend vraiment 3 secondes. Vous tapez le mot-clé dans Google, vous regardez ce que c'est comme type de page qui ressort, et vous faites une page de ce type-là. Ensuite, une fois que j'étais au point sur ces trucs-là, moi je faisais donc toute cette partie moi de préparation de l'article, c'est moi qui la faisais pour ma cliente, et la cliente elle arrivait que après dans le processus. Je lui avais fait valider les mots-clés, qu'elle me dise bien que c'était des trucs en rapport avec sa thématique, vu qu'encore une fois c'est une thématique que je ne maîtrisais pas, mais toute la partie après pré-rédaction entre guillemets, c'était moi qui m'en chargeais. Et du coup, je faisais faire ensuite une analyse de la concurrence, que je faisais faire ça avec des outils d'intelligence artificielle, et notamment ChatGPT. Pour faire ça, je sélectionnais en moyenne les 5 premiers contenus qui sortaient quand je tapais le mot-clé. Je les envoyais dans ChatGPT, et ensuite je demandais à ChatGPT de m'analyser tous les sujets qui étaient abordés dans ces articles. S'il y avait des sujets en lien avec ce sujet, enfin des parties en lien avec ce sujet que lui trouvait intéressantes mais qui n'étaient pas abordées, qui pourraient être intéressantes dans mon article pour le rendre plus complet. Je lui demandais aussi de m'analyser le champ sémantique de ces articles. Donc le champ sémantique, c'est est-ce qu'il y a des vocabulaires, des expressions en lien avec cette thématique qui ressortent souvent, pour que moi, j'ai un champ sémantique varié dans mon article. C'est-à-dire qu'il me sort une liste de mots et d'expressions que je vais devoir remettre dans mon article pour avoir un article avec un vocabulaire varié. Parce que Google aime le vocabulaire varié. Donc cette partie d'analyse qui est faite avec ChatGPT, elle est vraiment hyper importante parce qu'elle permet de commencer à faire travailler ChatGPT sur la pré-rédaction. Vous verrez que les articles c'était pré-rédigé avec de l'intelligence artificielle. Mais si vous dites juste à ChatGPT, écris-moi un article de 1000 mots sur tel sujet, il va vous faire de la merde. Par contre, si vous l'avez fait travailler d'abord, en lui disant de travailler sur les sujets, quel champ sémantique, tout ça, il va vous pondre des articles qui sont vraiment aux petits oignons. Ensuite, on préparait un plan. Je dis on, c'est ChatGPT et moi. Je lui disais, avec tout ça, élabore-moi un plan qui te semble logique, qui reprend les éléments importants, qui fait varier les titres des sections avec le champ sémantique et tout ça. Et je lui envoyais aussi comment ça s'appelle, les questions de Google qu'il y a dans la page de résultats. Vous voyez sur la page de résultats de Google, de temps en temps, Google vous note des sous-questions. Et si vous cliquez, ça fait comme un menu déroulant qui fait apparaître d'autres questions. Ces questions-là, c'est des questions que Google juge en rapport avec le sujet sur lequel vous venez de travailler, enfin avec votre thématique. Et c'est important si vous pouvez y répondre aussi dans votre article, parce que ça montre à Google que votre sujet, vous l'avez couvert en long, en large et en travers. Ensuite, une fois que j'ai mon plan et toute ma partie d'analyse qui est faite, je demandais à ChatGPT de pré-rédiger les différentes parties. Enfin, je dis pré-rédiger, il les rédigeait, mais je dis pré-rédigé parce que c'est pas cette version finale qui apparaît en ligne. C'est juste pour que ma cliente, je puisse lui fournir des blocs de texte, enfin un article qui est la gueule d'un article, et qu'après elle va remodifier. Donc il me rédigeait les parties, je faisais rédiger les parties une par une, en lui demandant d'intégrer plein de mots du champ sémantique, de répondre bien au plan et tout ça, enfin vraiment de suivre une suite logique. Et pour le coup, il me faisait des articles assez qualitatifs. Cet article-là, moi, j'ajoutais ensuite des images et que je créais moi-même. Et ensuite, j'envoyais le tout sur un document Google Doc à ma cliente. La cliente, elle le relisait. Elle faisait plus que le relire, elle apportait des modifications parce qu'il y avait des erreurs. C'est ChatGPT et il y a toujours des erreurs, des trucs illogiques et tout ça. Et surtout quand c'est un sujet que moi je ne connais pas, donc je ne sais même pas les repérer, ces erreurs-là. Donc elle les repérait, elle faisait des modifs et tout. Et ensuite, je récupérais l'article dans sa version finale et moi je le mettais en ligne. Donc ça, c'est vraiment la partie SEO on-page. Donc on vérifie qu'on vise un article, que l'article qu'on écrit, il vise un mot-clé qui est intéressant pour notre sujet parce qu'il a un potentiel de business, qu'il est recherché par des gens, tout ça. On écrit un contenu qui répond à l'intention de recherche, parce que ça veut dire que c'est ce que cherchent vraiment les gens, donc il faut qu'on réponde réellement aux gens. On rend notre article sympa à lire, donc pas que des blocs de texte s'il vous plaît, mais des listes à puces pour le rendre aéré, des parties, des sous-parties, des images et tout. Google, il est de plus en plus fort pour voir si l'article il plaît aux gens. Il nous espionne complètement sur ce qu'on fait sur Internet. Du coup, si votre article
il est hyper bon en SEO, mais que les gens, c'est une tannée à lire, que ça leur plaît pas et qu'ils font demi-tour direct, vous allez être déclassé. Donc, il faut que vous arriviez à faire des articles qui plaisent aux gens et à Google. Mais Google, il essaye en fait de mimer, enfin de rendre l'information, de donner aux gens la meilleure information qu'ils cherchent. Il y arrive pas toujours, il y arrive de mieux en mieux, mais du coup, si dès maintenant vous visez vous cherchez à répondre parfaitement à ce que cherche l'utilisateur, Google petit à petit va vous récompenser. Donc gardez ça en tête, il faut que ça plaise aux gens. Et il faut que ça plaise aussi à Google. Donc l'intérêt de faire l'analyse de la concurrence avec ChatGPT, voir les sujets abordés, comment on peut compléter tout ça, utiliser un champ sémantique varié, etc., etc. Donc tout ça, ça vous fera un bon SEO on-page. Et ça clôture notre premier pilier du SEO. On arrive au deuxième pilier qui est le netlinking. Donc netlinking, c'est un mot de jargon qui veut dire en gros les liens. C'est divisé, comme je vous disais, entre les liens internes qui sont sur votre site, c'est-à-dire un lien d'une page de votre site à une autre page de votre site, et les liens externes, donc soit depuis un autre site, soit vers un autre site. On va commencer par les liens internes. Donc comment est-ce qu'on a travaillé le netlinking interne sur le site de la cliente ? Déjà, il faut que je vous parle de l'idée d'encre de lien. Donc l'encre de lien, c'est le texte cliquable. Vous savez, le lien, soit ça peut être fait sur un gros bouton, type cliquez ici, ou voir plus, ou des choses comme ça, soit c'est dans un texte, il y a deux mots du texte ou un truc comme ça qui est cliquable. Et le texte cliquable, c'est ce qu'on appelle l'encre du lien. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que lorsque vous dites un mot dans un article et que ce mot c'est le mot-clé d'un autre article, l'encre du lien, il faut que vous fassiez un lien sur ce mot vers la page qui est visée. Je ne sais pas si c'était clair. Par exemple, vous avez deux articles. Un article qui vise le mot-clé recette de cuisine et un article qui vise le mot-clé mousse au chocolat. Dans mon article recette de cuisine, je peux commencer par une phrase d'introduction, par exemple « J'adore les recettes de cuisine, je m'y suis mis parce que j'aime beaucoup manger des mousses au chocolat et que j'ai voulu apprendre à en cuisiner. » Dans cette phrase-là, les mots mousse au chocolat, je vais faire un lien et que quand les gens ils vont cliquer sur mousse au chocolat, ça les enverra vers mon article qui vise le mot-clé mousse au chocolat. Comme ça, déjà les gens, ils savent que quand ils vont cliquer sur mousse au chocolat, ils vont arriver sur un contenu en lien avec les mousses au chocolat. Et Google, ça l'aide aussi à comprendre quel mot-clé, quel sujet est visé par quel article. Donc ça, c'est très important de respecter les encres de lien et d'éviter au maximum les voir plus ou cliquer ici ou les choses comme ça qui ne donnent aucun contexte à Google. C'est peut-être clair pour les utilisateurs, mais si vous voulez vraiment booster votre SEO, c'est bien de donner du contexte avec les encres de lien, que ce soit au sein même de texte, c'est-à-dire pas juste une liste à puces avec mousse au chocolat, cake aux pommes, je sais pas quoi, et juste des liens à cliquer, mais plutôt des paragraphes, et au sein de ces paragraphes, de temps en temps, un lien à cliquer. Donc ça, c'est vraiment, c'est le monde idéal, hein. C'est pas forcément toujours faisable comme ça, mais partons de ce principe-là. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que quand vous avez qu'un seul article, vous pouvez pas faire de lien interne vu que vous n'avez qu'un seul article. Par contre, au bout d'un moment, quand vous commencez à en avoir plusieurs, c'est très important de faire des liens entre eux. Donc quand vous écrivez un nouvel article, si vous dites « Ah tiens, j'ai écrit un article qui parle de ce sujet-là », vous pouvez déjà intégrer le lien dans ce nouvel article vers votre ancien article. Mais ce qui est important et qu'on oublie, c'est d'aller sur vos anciens articles pour mettre des liens vers ces nouveaux articles-là. C'est important parce que sinon, l'article que vous avez écrit en premier, vu qu'à l'époque vous n'aviez aucun lien, aucun autre contenu, vous n'avez pas pu faire de lien interne en le créant vers d'autres contenus, et du coup, si vous le revenez dans un an après, il a toujours aucun lien de cet article-là vers un autre contenu. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut que très régulièrement, vous alliez revoir vos anciens contenus et vous fassiez des liens de ces anciens contenus vers des contenus plus récents. Donc, c'est bien pour les gens comme ça. S'ils arrivent par hasard sur cette page-là, ils peuvent cliquer et continuer à voyager sur votre site. C'est bien pour Google parce que comme ça, aussi continue à voyager, ça donne du contenu et en plus ça met à jour, vu que vous avez fait une mise à jour dans cet article, votre article est mis à jour et Google aime bien les sites qui sont mis à jour régulièrement sur plein de pages en même temps. Gardez en tête aussi que plus une page elle a de liens internes qui pointent vers elle, plus Google va la voir comme étant importante. C'est-à-dire que s'il y a un article qui est sur un sujet un peu de niche,
au sein de votre niche, peut-être que vous allez parler de ce sujet-là que dans 2 autres articles. Donc cet article de niche, il va avoir que 2 liens internes vers lui. Par contre, si je suis psychologue et que j'ai un article qui parle de la psychologie de manière générale, la psychologie de manière générale, c'est un sujet qui va être évoqué dans plein de mes autres articles. Du coup, je vais avoir mon article de psychologie, il va avoir plein de liens internes vers lui. Et Google va se dire, ok, cette page-là, vu qu'il y a plein de liens internes vers elle doit être importante. Et du coup, il va lui donner plus de puissance et plus de chances d'être mieux positionné dans les résultats de recherche. Donc, gardez en tête quelles sont vos pages importantes. Donc, soit c'est les pages psychologie, par exemple, vous voulez être vraiment bon là-dessus, vraiment bien positionné là-dessus, ou alors ça peut être psychologue à distance, vos pages importantes, que ce soit dans votre thématique ou parce que c'est les pages qui vous font gagner de l'argent, essayez de leur faire un maximum de liens dessus. Gardez en tête cette idée que plus une page elle a de liens internes, plus ça la rend importante aux yeux de Google et plus il a de chances de la mettre en avant. Donc nous, pour ma cliente, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait la page qui parlait de sa thématique de manière générale, qui était jugée comme étant importante et qu'on voulait bien positionner, et la page de prise de rendez-vous pour les consultations à distance. Donc ces 2 pages-là, l'idée c'était que à chaque nouvel article publié, il fallait qu'il y ait au moins un lien vers au moins une de ces pages. Donc il y avait des liens internes vers d'autres sujets, quand ça faisait sens, mais que chaque nouvel article devait avoir au moins un lien vers au moins une de ces 2 pages. Ça pouvait être 2 liens, un lien vers chacune de ces 2 pages importantes, un lien vers une seule de ces pages importantes, mais il devait en aucun cas avoir 0 lien vers aucune de ces pages importantes, pour que petit à petit, Google comprenne que s'il y a toujours une page sur 2, il y a un lien vers ces pages-là, c'est quand même... ça vaut le coup de... c'est qu'elles sont importantes, pardon. Je m'en mêle un peu. Donc ça, c'est la partie lien interne. Et après, il y a la partie lien externe, qu'on appelle dans le jargon les backlinks. Donc là, ce sont principalement les liens d'autres sites vers vos pages à vous. C'est hyper chiant à faire, parce que vous n'avez pas la main sur les sites d'autres gens, et parce que si vous arrivez à avoir des backlinks sur des pages, sur vos pages, ça va vraiment booster le trafic de ces pages-là. Donc les gens sont conscients de la valeur que ces pages, que ces liens ont. Si vous faites des liens sur des pages qui vous rapportent de l'argent, ça va vous faire un lien, ce lien a du coup une valeur monétaire parce qu'il va vous faire monter dans les classements, du coup vous allez avoir plus d'argent. Donc les gens ont conscience que ces backlinks ont une valeur monétaire et de plus en plus de gens vont vous demander de les faire payer. Moi je suis un peu schizophrène là-dessus, c'est pas que je suis schizophrène, c'est que d'un coup des fois je me dis c'est une bonne idée, des fois je me dis c'est une mauvaise idée. Sachez que pour Google, c'est blacklisté. Google dit c'est une pratique interdite qui manipule l'algorithme et du coup, il aime pas du tout quand il y a de l'achat de liens. Après il y a plein de gens qui le font pour qui ça se passe très bien. À vous de peser le pour et le contre, mais faites-le en tout état de cause. Dans tous les cas, pour cette cliente, on n'a pas acheté de lien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des inscriptions sur des annuaires en ligne, type le site des pages jaunes, ou des annuaires plus thématisés dans sa niche, ou plein de trucs comme ça, où en fait, vous mettez une adresse, elle a une adresse de son cabinet, donc c'était bon. Un numéro de téléphone professionnel, elle en a un aussi, donc c'était pas un problème. Et ça lui faisait un lien. Et il y a toujours possibilité de mettre un lien. Et comme ça, elle avait un lien vers son site à elle. On s'inscrit vite sur une vingtaine, il y a plein d'annuaires, il y a des gros annuaires connus, il n'y en a pas tant que ça, il y a les pages jaunes par exemple, mais après il y a plein de petits annuaires qui permettent de mettre des liens en fait. Et ça je me dis que c'est toujours ça de prix. Donc on lui a fait des liens comme ça. Si vous faites ça, n'y allez pas bourrin d'un coup, ne faites pas 20 annuaires dans la même journée. Google il va se dire c'est bizarre cette histoire, il vaut mieux faire par exemple un lien par semaine, ça c'est un bon rythme. Et après petit à petit éventuellement vous accélérez, mais faites pas tout d'un coup, vous allez vous cramer et Google va se dire bizarre cette affaire. Ensuite on lui a fait un encart Google Business, donc ça c'est un truc qu'on a fait dès le début. Le profil Google Business, c'est un outil de Google en fait. Vous savez, des fois quand vous tapez le nom d'une entreprise ou quelque chose dans Google, sur la droite, il vous met un petit encart avec des photos, un lien vers Google Maps, des horaires d'ouverture du magasin, ça dépend ce que vous cherchez, etc. Ça se gère avec Google Business. Donc vous tapez Google Business dans Google et vous allez arriver sur le site de Google qui gère ça. Et ça vous permet plusieurs choses. Déjà d'avoir cet encart de Google. Ça vous permet de vous
présenter officiellement à Google. C'est-à-dire que Google, il va se dire, ok, cette personne-là, c'est une vraie personne, elle joue le jeu, elle entre Enfin, si vous êtes sympa avec Google, Google va être sympa avec vous aussi. Donc là, vous faites un lien avec Google, vous lui dites, je suis une personne, voilà le lien vers mon site web, voilà qui je suis. Ça vous permet de mettre une adresse. Cette adresse, après, est répertoriée dans Google Maps. Donc ça vous trouve dans Google Maps. Ça vous permet d'avoir Google Avis. Donc vos clients peuvent vous laisser des avis sur Google, etc. Donc ça, d'un point de vue être sur Google Maps, ma cliente s'en fichait d'un point de vue consultation en ligne. Par contre, ça la rend beaucoup plus officielle et une vraie entreprise, un vrai business aux yeux des gens, parce que du coup, comme ça, elle peut avoir des avis clients, elle a eu des super avis clients qu'elle peut mettre en avant sur son site. Google, il se dit, ok, je comprends que cette personne, elle est vraiment psychologue, voilà son adresse physique, voilà le lien vers son site, voilà, et il arrive à comprendre en fait qui est cette personne, on peut mettre des liens vers les réseaux sociaux et tout ça, et Google, on lui facilite la tâche vraiment de voir qu'on est une vraie entreprise officielle, parce que c'est un des problèmes de Google maintenant, c'est qu'il y a tellement de nouveaux sites qu'il a du mal un peu à filtrer qui est un vrai site et qui est du spam. Donc en faisant ça, vous lui montrez que vous êtes un vrai site et il vous mettra plus facilement en avant. Donc on a fait ce truc Google Business dès le début. Si vous avez un business avec une adresse, il vous faut une adresse postale pour le faire. Faites-le dès que possible, parce que ça prend 5 minutes et c'est vraiment très très pratique. Donc voilà où on s'est arrêté au niveau du netlinking externe avec ma cliente. Je commence à lui mettre des petits coups, pas de pression, mais à lui dire que ce serait bien si elle pouvait faire de temps en temps soit des articles invités, soit trouver un moyen d'avoir des liens. Elle a des partenaires d'entreprises locales, des choses comme ça, peut-être demander qu'eux lui fassent des liens et tout ça, que ça aiderait beaucoup, mais elle le fait pas parce qu'elle a pas trop le temps et que je pense qu'elle est un peu timide et qu'elle ose pas, et ça moi je peux pas aller voir coucou je représente telle personne, faites-lui un lien, enfin il faut mieux que ça vienne d'elle, ce sera plus fort comme message d'entrée, et ça pourrait pas mal aider je pense, mais pour le moment on n'est pas encore là-dessus, mais je pense si on continue à bosser ensemble, ce serait un point que je voudrais vraiment plus débloquer, là, avoir des liens externes pour faire monter vraiment l'autorité de son site et tout ça. Ok, donc c'est la fin de ce deuxième pilier sur le netlinking et on passe au troisième pilier qui est le SEO technique. Donc le SEO technique, je vous disais, c'est vraiment toute la partie plus technique, aller bidouiller dans le code, enfin faire des réglages techniques sur votre site. C'est une partie qui est généralement délaissée parce que très chiante et il faut avoir quand même un petit peu de compétences techniques pour le faire. Et surtout, c'est pas forcément... En fait, ça va être utile si vous êtes dans un secteur très concurrentiel et que les gens, ils ont déjà des super recherches de mots-clés, que vous aussi, que vous avez des super liens internes, externes, tout ça. Google, il va chercher à vous départager sur d'autres facteurs, par exemple la vitesse de chargement du site et tout. Mais globalement, si vous débutez et que vous êtes sur une niche qui est pas trop concurrentielle, donc c'était le cas de ma cliente, faites juste en sorte d'avoir un site responsive, c'est-à-dire qui s'affiche bien aussi sur le téléphone portable, et d'avoir un site qui globalement est assez rapide. Ça se gère en sélectionnant un bon hébergeur web et en évitant d'installer trop de plugins sur le site. Et vous êtes bon, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête plus que ça. C'était le cas de la cliente, du coup, son site est sous WordPress. Donc WordPress est globalement bon pour le référencement, pour être bien trouvé par Google et tout ça. Elle est chez un hébergeur que je recommande beaucoup qui s'appelle... Quoique non, elle y était pas... Oh, je sais plus si elle y était ou si je lui avais dit tiens, si tu veux on peut changer pour ça. Bon, celui dans lequel j'allais vous parler, c'est O2Switch, qui sont français. Ils sont vraiment tip top et j'ai souvent des offres chez eux, donc je vous mettrai le lien en dessous. Sous cette vidéo, vous verrez s'il y a une offre en ce moment via ce lien-là ou pas, mais généralement il y en a quand même tout au long de l'année. Et eux, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont trop sympas. Et ils sont rapides, surtout, donc c'était le sujet de cette partie. Et après, le seul truc qui m'embêtait un peu, moi, c'est qu'elle utilise Divi, donc, qui est un constructeur de pages qui permet de créer ses pages de manière visuelle. Alors ça lui fait un site qui est vraiment sympa visuellement, ça, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est un peu plus facile à prendre en main pour les débutants. C'est elle qui avait fait les pages... la page d'accueil de son site, la page à propos, la page contact et tout ça. Moi, je suis pas du tout intervenu là-dessus. Je suis arrivé vraiment plus pour la partie blog. Et
bah, c'est vrai que son site il est sympa et qu'il fait pas du tout débutant. Donc ça, bravo à elle. Par contre, moi, c'est un truc que je recommanderais peut-être pas forcément parce que j'ai un côté un peu plus pas technique, mais moi je suis là pour que le site il aille vite et, et Divi le ralentit un peu quand même. Alors c'était une niche pas concurrentielle du tout, et même si c'était un peu concurrentiel à mon avis ça allait, enfin ça le ralentit pas vraiment beaucoup, mais voilà. Moi si c'était à refaire je l'aurais enlevé Divi, mais là il y avait Divi et c'était pas du tout gênant pour la thématique pas concurrentielle et tout, donc voilà, j'ai rien dit là-dessus. Par contre, les articles de blog, ils ont été écrits dans Gutenberg, qui est l'éditeur de contenu natif de WordPress. Et là, on n'a pas fait intervenir Divi parce que j'ai chouiné. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la base. Donc, vraiment, faites en... Et oui, et quand vous utilisez Divi, ils sont responsive, donc ils sont adaptés au mobile. Si vous utilisez Gutenberg, donc qui est l'éditeur de WordPress, c'est adapté au mobile. Enfin, la plupart des trucs maintenant, en fait, ils sont adaptés pour les mobiles. Et donc là, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Le problème d'adaptation mobile, maintenant, c'est plus si vous essayez de coder un truc vous-même et tout ça. Là, ça peut être un peu plus touchy. Mais si vous prenez des thèmes déjà tout faits, ou que vous utilisez les trucs par défaut de WordPress, ou de Shopify, ou de n'importe quel autre outil, normalement vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Donc on a fait quand même, ceci dit, quelques petits réglages en supplément. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est déjà de lui créer un compte sur la Google Search Console. Donc la Google Search Console, c'est l'outil de Google, enfin c'est l'outil que Google met en place pour communiquer avec les webmasters, donc avec les éditeurs de sites, et qui permet, c'est via cet outil qu'on dit à Google, et coucou Google, j'ai écrit un nouvel article, voici le lien, va le lire et référence-moi dans ton index de Google. Parce que ça se fait pas immédiatement, il peut y avoir plusieurs jours d'attente et tout ça. Oui, quand vous débutez, c'est même plus long, c'est plusieurs mois d'attente avant que vous apparaissiez dans l'index de Google. Une fois que vous avez un site un peu... Enfin moi maintenant, mon site, la Business Bacon, je mets un truc en ligne, 2 heures après, il est sur Google, enfin ça va très très vite. Mais quand vous débutez, c'est plus long. Et donc ça se fait via Google Search Console. Donc on lui a créé un compte là-dessus, et on a envoyé les URL une par une. Dès que j'écris, c'est moi qui mettais en ligne les articles, donc dès que je le mettais en ligne, j'envoyais le lien de cet article à la Google Search Console pour aller plus vite. Si vous êtes sur WordPress, vous avez aussi un plugin qui s'appelle Google Sitekit, qui vous permet de faire ça de manière semi-automatisée. Et comme, si jamais l'envoyer directement le lien à Google, ça permet d'aller plus vite. Mais si vous avez Google Sitekit et que vous oubliez de l'envoyer, Google finira quand même par trouver votre article. Donc au moins il ne sera pas perdu, ça ira juste un petit peu plus lentement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé quelques plugins pour améliorer la rapidité du site, et notamment, il s'appelle WP pour WordPress, Fastest Cache, donc le cache le plus rapide de WordPress, de WP. Le logo qu'ils ont, c'est un petit jaguar, léopard, je sais pas trop lequel c'est. Et en gros, l'idée, le cache, c'est un peu technique, mais le principe de base, c'est que ça va précharger les pages pour que quand l'utilisateur il va réellement cliquer sur le lien pour accéder à cette page, ça ira plus vite parce qu'elle sera déjà préchargée. C'est en gros l'idée, et ça permet d'accélérer la vitesse d'utilisation du site pour les gens. Donc ça on lui a mis, c'est gratuit, c'est un freemium, donc il y a une option gratuite et des options payantes. Les options gratuites suffisent largement pour la plupart des gens. Moi c'est celui que j'utilise sur mes sites aussi dans les options gratuites, donc je vous recommande celui-là. Et après on a fait un plan du site. Donc il y a son site en fait, donc il y avait dans le menu tout en haut avec page d'accueil, prendre contact, page qui je suis, tout ça, et l'onglet blog avec les liens des différents articles, mais qui sont présentés comme un blog, c'est-à-dire qu'il vous met juste les 10 derniers articles, et ensuite il faut cliquer page suivante, page suivante, page suivante. Le problème de ça, Google, quand il visite un site, en fait, quand il visite le web, plutôt les petits robots de Google, il se balade sur un site, il clique sur un lien, il va voir cet autre lien, il clique sur un lien, il va voir cet autre lien et tout ça. Et en fait, il visite le web de lien en lien. Et c'est pour ça que si vous commencez, c'est un nouveau site, vous n'avez aucun lien. Donc si vous ne lui envoyez pas votre site via la Google Search Console dont on a parlé avant, Google ne vous trouvera jamais. Donc quand vous débutez, si c'est un nouveau site, il faut absolument l'envoyer très vite via la Google Search Console. Mais ça marche de la même manière si au sein de votre site, vous avez une page qu'on appelle orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien interne ou aucun lien externe vers cette page. C'est une page, aucun lien n'y amène, aucun clic, on ne peut pas la trouver. Google ne la trouvera pas non plus. Et
Donc le plan du site permet de remédier à ça. Donc un plan du site, c'est une page qui est accessible généralement en bas de chaque site. Vous avez un petit onglet plan du site, enfin un petit lien plan du site. Et là, vous allez faire des listes de toutes les pages de votre site. En gros, c'est ça l'idée. C'est une page, c'est un peu moche, mais elle est plus là vraiment pour les robots de Google. Et comme ça permet de valider une règle aussi qu'on dit souvent en SEO, c'est qu'il faut que n'importe quelle page soit accessible depuis n'importe quelle page en 2 clics maximum. Parce que si jamais vous avez un article et qui est enterré très profondément dans votre site, c'est-à-dire que pour y arriver, Google il arrive sur votre page d'accueil, il clique sur l'onglet blog, il clique sur un des articles, il doit cliquer sur 3 autres articles, sur le texte à l'intérieur de 3 autres articles avant de tomber sur cet article-là, autant vous dire que Google il ira jamais le lire, ce nouvel article, parce qu'il n'a pas le temps à vous accorder pour faire autant de clics, et parce que si jamais une fois par miracle il tombe dessus, que vous faites une mise à jour après, enfin, jamais il refera cette mise à jour. En fait, c'est très compliqué, donc il faut lui simplifier la vie et faire en sorte que depuis n'importe quelle page, en 2 clics, il arrive sur n'importe quelle autre page. Et ça peut sembler être un peu un casse-tête, mais en fait ça se fait simplement avec ce plan du site qui est accessible en bas dans la partie footer de votre site web. Comme ça, depuis n'importe quelle page, je fais un clic pour arriver sur mon plan du site et un autre clic pour arriver sur n'importe quelle autre page de votre site. Donc ça, c'est un truc qu'on a fait aussi un peu plutôt dans la deuxième partie de l'accompagnement que j'avais avec elle, je dirais, quand elle commençait à avoir pas mal de contenu, parce qu'un plan du site avec 3 articles, ça faisait un peu ridicule, mais à la fin, elle avait quand même pas mal de contenu. Enfin, elle avait ses pages à elle, et elle avait, je pense qu'on a dû écrire 25 articles ensemble à peu près, 6 mois, une fois par semaine environ. Donc ça fait ça. Et là, je me suis dit, ok, là c'est bien si on commence à bien les répertorier dans un plan du site, parce que normalement j'ai été à peu près carré pour faire des liens internes entre toutes les pages, mais on n'est jamais à l'abri d'un oubli. Enfin, personne n'est parfait, même moi. et du coup, le plan du site, ça permet de bien tout border cette règle-là. Voilà. On arrive donc à la fin de ce 3e et dernier pilier du SEO, et je voulais aborder avec vous maintenant la partie sur l'IA, donc l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, je sais pas, ça doit faire 2 ans maintenant que ChatGPT est arrivé, ça a quand même pas mal bouleversé l'industrie du web, enfin pas mal de choses, mais notamment donc l'industrie du web, et comment la recherche sur Internet évolue. Donc au début, ChatGPT n'était pas connecté à Internet, ensuite il l'a été, et maintenant vous pouvez faire des recherches web via ChatGPT. Je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est trop bien. Alors c'est pas hyper bien du point de vue écologique, mais du point de vue expérience client, c'est de la folie. Après, encore une fois, il faut vérifier les sources et tout ça, hein, mais si vous cherchez une info simple, ChatGPT, c'est vraiment hyper pratique. Je dis ChatGPT parce que c'est celui que j'utilise, mais la plupart des autres outils d'intelligence artificielle, Gemini, Claude, tout ça, ils ont des options très similaires. Du coup, cette manière de faire de la recherche est en train de grappiller des parts sur Google. Donc Google, pour le moment, c'est toujours les rois du pétrole, mais petit à petit, je pense que la part de recherche de Google va baisser. En parallèle, Google, quand ils ont vu qu'en vrai c'était très pratique cette manière de faire de la recherche, ils ont lancé ce qu'ils appellent le AI Overview. Donc overview, enfin point de vue, je sais pas comment on pourrait dire ça, intelligence artificielle. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais sur certaines recherches, quand on tapait une recherche dans Google, il donnait la réponse directement. Il y avait une petite ligne de texte et on pouvait cliquer sur un lien pour voir plus. Et ben là, en gros, ils ont mis ce même système mais sous stéroïdes, avec une réponse générée par de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que, je crois que c'est totalement développé maintenant aux États-Unis, c'est en train d'arriver en Europe, et moi sur certaines requêtes, je commence à le voir, et en gros, ça fait qu'il y a des recherches où avant les gens cliquaient sur des liens, sur des sites, sur des blogs, où maintenant il va même plus y avoir besoin de cliquer. C'est ce qu'on appelle les recherches 0 clic. Donc, il y a toujours moyen dans ces AI Overview de cliquer pour voir la source et d'aller sur ce site, mais pour des petites réponses simples, les gens en fait ils vont plus cliquer sur les sites. Et ce qui se passe aussi, c'est que les façons de faire des recherches changent. Je vous parlais des mots-clés plus tôt, parce que les gens dans Google, ils avaient tendance à fonctionner en mots-clés, à dire des mots importants, faire des phrases un peu de robot, là où avec un chat GPT ou des autres IA conversationnels,
on fait plus des phrases, on fait des conversations, et la question, ça peut être un paragraphe ou une phrase entière. Enfin, c'est des vrais mots. Et on arrive de plus en plus sur ce qu'on appelle des mots-clés de longue traîne. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends chaussures de sport, c'est un mot-clé principal, ou même chaussures, c'est un mot-clé principal. Chaussures de sport, c'est un mot-clé un peu plus long. Chaussures de sport pour aller courir dans la forêt, c'est un mot-clé de longue traîne, parce que il est très long, il y a moins de monde qui va taper ce mot-clé-là. Par contre, les gens qui vont taper ce mot-clé-là, et si moi j'ai un site qui parle que, enfin une page qui tape que de chaussures de sport pour faire du sport en forêt, je sais plus ce que j'ai dit, c'est hyper qualifié. Donc les gens sont moins nombreux mais plus qualifiés. Et il se passe la même chose avec ChatGPT, où en fait c'est des recherches beaucoup plus qualifiées. Si vous, enfin, les articles sont, les réponses qui y sont beaucoup moins généralistes, elles sont beaucoup plus spécifiques au cas par cas. Donc tout ça, ça fait évoluer la manière dont les gens cherchent des choses, parce qu'ils attendent des réponses pré-mâchées, qui vont moins cliquer sur les liens, et parce que c'est des réponses plus, c'est moins des sujets généraux, mais plus des trucs de pointe. Alors encore une fois, j'ai fait ma Madame Irma un peu là, personne ne peut lire l'avenir et tout, mais c'est comme ça que je pense qu'il va évoluer. Et comment on s'y prépare ? Alors pour s'y préparer, l'idée, c'est quand vous vendez un service comme ma cliente, c'est d'arriver à ce que, par exemple, vous tapez dans ChatGPT, comment est-ce que je sélectionne un psychologue, ou je cherche un psychologue à distance, comment faire, etc. C'est que ChatGPT, il recommande vos services. Pour ça, ChatGPT, quand il fait une recherche, il va faire une recherche sur Bing, donc un autre moteur de recherche qui fonctionne de manière un peu similaire à Google, mais un autre moteur de recherche. Il va voir les premiers liens qui sont sur Bing et il va étudier ces premiers liens-là. Donc si vous arrivez à être dans ces premiers liens, vous allez être mis en avant par ChatGPT. Mais ça marche aussi à être cité. Il y a c'est tout nouveau comme sujet, mais je crois que c'est Ahrefs, ils ont fait une étude où ils ont remarqué que plus vous êtes cité par d'autres sites sur le web, donc des annuaires, des backlinks de gens qui parlent de vous, des articles dans le journal, enfin, peu importe ce que c'est, mais plus d'autres sites parlent de vous, plus l'outil d'intelligence artificielle a de chances de tomber sur vous, et plus vous allez être mis en avant dans les réponses que cette intelligence artificielle va faire. Donc là, on retombe sur le point très important de bosser sur ces backlinks et de faire en sorte d'être cité partout, c'est possible en gros. Donc les annuaires avec ma cliente, je la pousse un peu pour les backlinks et tout ça. J'ai fait des tests pour elle et on a bien bossé parce que quand je fais les requêtes qui l'intéressent dans le chat GPT, quand je me fais passer pour quelqu'un qui cherche la solution qu'elle vend, on est recommandé, enfin elle est recommandée, je m'inclus dans l'équipe, mais elle est recommandée, donc là plutôt, enfin ça marche, on a vraiment bien fait là-dessus. Il y a un deuxième truc aussi, c'est de devenir une marque forte et incarnée et de faire attention. En fait, il ne faut pas créer des articles informationnels simples et sans point de vue, sans valeur ajoutée, qui peuvent être remplacés par de l'IA. Par exemple, si elle écrivait un article, enfin si on écrivait un article avec cette cliente sur comment faire de la psychologie, voilà, et que c'était un article vraiment type Wikipédia, un peu froid, un peu fade, c'est du contenu qui à terme peut être 100% réécrit et remplacé par de l'intelligence artificielle. Par contre, si ma cliente, elle se met à écrire « Voilà ce que dit le bouquin de cours de l'école de psychologie, voilà moi ce que je remarque avec mes clients », enfin qu'il y a vraiment un apport personnel, là, ChatGPT, il va se mettre à dire « La psychologie, c'est telle chose, voilà comment on en fait », et Madame truc, elle recommande de le faire plutôt comme ça. Et là, vous allez vous retrouver par être cité dans ChatGPT et autres outils d'intelligence artificielle. Donc il faut que vous apportiez quelque chose de nouveau à la discussion. Je vous dis pas de réinventer l'eau chaude, hein. Juste de parler d'une expérience personnelle, de faire quelque chose comme ça, de rendre vos contenus plus personnels et de les ramener à vous. Vous êtes une marque, vous êtes une entité à part entière et il faut que vous rameniez ça à vous. Et ça sert à rien d'essayer d'être le nouveau Wikipédia parce que ChatGPT sera un meilleur Wikipédia que vous en fait. Et dernier point que j'aurais pu mettre aussi dans la partie technique, mais c'est juste vérifier que si vous mettez des plugins de sécurité sur WordPress ou que vous avez un hébergeur web un peu tatillon sur la sécurité, qu'il ne bloque pas les robots d'intelligence artificielle. Donc
l'intelligence artificielle, enfin c'est pas un monsieur derrière un vrai monsieur qui va chercher les trucs, c'est des robots qui parcourent le web de la même manière que Google. Et si vous pouvez mettre, on peut demander au site de refuser l'accès à certains types de robots. Si vous refusez l'accès aux robots d'intelligence artificielle, vous ne serez pas cité dans l'intelligence artificielle. Donc ça, vous voulez l'éviter, si vous voulez pouvoir être recommandé par l'intelligence artificielle. Pour vérifier que c'est pas le cas pour vous, la plupart maintenant, ils le font pas. Enfin, c'est ouvert pour tout le monde, mais si vous voulez vérifier, vous prenez votre lien d'une de vos pages web, par exemple, et vous faites coller ce lien-là dans le chat GPT, et vous lui dites, fais-moi un résumé de cette page, par exemple, ou enfin, juste une question, vous lui posez une question sur la page en question, et comme ça, s'il vous dit, j'arrive pas à avoir accès à la page, vous saurez qu'il y a un problème et qu'a priori c'est bloqué. Sinon, s'il vous fait le résumé ou le truc que vous avez demandé, c'est qu'il peut le lire et qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Pour info, donc là c'est plus en rapport avec la cliente, mais en rapport avec comment l'intelligence artificielle va arriver même dans le milieu de la vente en ligne. Moi du coup j'ai un compte pro chez ChatGPT et j'ai aussi un autre système de compte pro un peu qui permet d'avoir accès à leur comment ça s'appelle, un outil en gros à l'intelligence artificielle de ChatGPT, la clé API ça s'appelle. C'est un outil à l'intelligence artificielle sans passer par la plateforme ChatGPT pour pouvoir lancer des automatismes et des trucs, et je travaille aussi avec ça. Et comme du coup ils m'ont détecté un peu comme étant un professionnel de l'IA, parce que j'utilise des outils professionnels que eux vendent, hein, c'est pas parce que je suis un expert IA, ils sont en train de tester la vente de produits directement au sein de ChatGPT, c'est-à-dire que les gens peuvent commencer à enregistrer les produits qu'ils vendent. Par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, vous êtes Ikea et que vous vendez des meubles, vous pouvez commencer à enregistrer quel meuble vous vendez, mettre des photos, mettre les informations de chaque meuble, les dimensions, enfin tout ce que vous voulez, pour que ChatGPT les connaisse, et comme ça ChatGPT pourra les vendre à votre place à quelqu'un qui cherche, par exemple, j'ai une nouvelle chambre à meubler, donne-moi des idées. Et là il pourra dire, bah voilà les idées, on peut aller dans ce style-là, et il y a Ikea qui fait ce super meuble par exemple, qui correspondrait avec les dimensions, les machins, les trucs. Donc ils sont en train d'aller dans cette direction-là. Donc un bon plan aussi, ça va être de suivre déjà comment ça avance, pour que vous puissiez vous enregistrer vos produits auprès de ces vendeurs à distance-là, parce que à mon avis, ces changements, c'est pas pour dans un an ou dans 2 ans. Enfin, ça va commencer à arriver dans un an ou dans 2 ans. Mais la grosse adaptation du monde des gens, ça va arriver dans 5 ans ou dans 10 ans. Comme tout. C'est-à-dire Internet, au début, c'était utilisé que par les petits néophytes. Et puis maintenant, plus personne ne peut s'en passer. Pareil avec l'ordinateur, pareil avec tous ces trucs. Donc là, l'intelligence artificielle, c'est cette technologie-là qui est en train de devenir uniquement utilisée par certains petits un peu geeks, mais qui, dans quelques années, va être utilisé par tout le monde parce que les gens vont être un peu forcés et parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait c'est très pratique. Mais du coup il faut suivre ça pour vous y mettre et pour commencer vous à référencer aussi vos produits. Donc ça on aura l'occasion d'y revenir si dans quelques années on est toujours là et tout ça, hein. Mais je voulais juste vous faire ce petit aparté sur comment ça va aller plus loin que juste la recherche par IA, ça va être aussi de la vente par IA bientôt. Voilà, j'espère que cette étude de cas vous aura plu. Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Soit s'il y a moyen de mettre des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez ou vous me visionnez, vous me suivez, soit sinon par message, vous pouvez me contacter sur le site businessbacon.fr. Il y a toutes mes coordonnées et je vous dis à très bientôt.